titre de ce 18h, la Marine nationale continue les opérations de recherche. Il cherche donc les 6 pêcheurs de Thiaroye disparus en mer. Toutefois, le dispositif des opérations a été allégé selon le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Aliou Ndoye, qui plaide pour l'utilisation des pirogues en fibre de verre. L'inquiétude des Chinois propriétaires de points de collecte d'arachide dans la région de Kaolack. Ils sont donc victimes d'attaques. Ils ont perdu plus de 20 millions de francs CFA. Ils veulent donc plus de sécurité. Vous les entendrez dans ce 18h. À la seconde partie de ce journal, les sports avec Abdou Diouf Junior. En classe, El Hadj Ndiogou Diène. Et puis le débrief, nous recevons El Hadj Mamadou Diallo. Il est le président de l'association des volontaires pour la protection de l'environnement. Abdou Cham assure la partie technique. Bonsoir et bienvenue. Attention, il y a danger en mer. Il sera très agité. Elle sera donc la mer très agitée ce mardi 7 janvier entre 3h du matin et 12h. Des vents de forte intensité sont annoncés par la météo dans l'axe Banjul-Ziguinchor. Les pêcheurs sont donc invités à la prudence au moment où les 6 pêcheurs de Thiaroye disparus en mer sont toujours introuvables. Les recherches se poursuivent même si le dispositif a été allégé. Une annonce du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime qui déplore la recrudescence des accidents en mer. Les accidents dont le dernier a fait 2 morts à Saint-Louis. Les détails avec Ndongoka. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime se désole de la recrudescence des accidents en mer. Aliou Ndoye sensibilise les acteurs et fait le point sur les opérations de recherche des 6 pêcheurs de Thiaroye disparus depuis près de 2 mois. Sur Saint-Louis, ils étaient 5. Il n'y a que 3 qui sont revenus. Les 2 ne sont pas revenus. C'est triste toujours de constater cela. C'est des pertes énormes parce que nos embarcations ne sont pas des embarcations peut-être qui accordent les éléments de sécurité nécessaires, mais également c'est la politique du département qui consiste à progressivement transformer ces pirogues en bois par des pirogues en fibre de verre. Ça, c'est une étape. Mais l'étape la plus importante, peut-être la plus ambitieuse, c'est progressivement de regrouper ces acteurs en unités semi-industrielles avec des équipements adaptés. Nous sommes énormément interpellés en termes de protection des acteurs de la mer parce que c'est leur métier. Il faut qu'ils aillent en mer. Vraiment, c'est difficile de perdre des compatriotes comme ça dans l'exercice de leur profession. J'avoue que ce n'est pas au même niveau qu'au début. Vous êtes d'accord avec moi que disparaître plusieurs mois en mer, aujourd'hui, la seule chance, ce serait qu'ils aient été recueillis par des navires, etc. et qu'on le découvre. C'est ça un peu l'espoir que nous avons. Sinon, ce n'est pas vraiment les retrouver aujourd'hui en mer après plusieurs mois. Aliou Ndoye est aussi interpellé sur la menace de grève de l'Union nationale des mareyeurs du Sénégal. Là-dessus, il dit attendre d'être saisi par les mareyeurs. Bon, je ne suis pas encore rentré dans ce dossier. J'attends de savoir quel est le problème des mareyeurs, qu'ils posent leurs problèmes là où ils doivent les poser. Ce n'est pas par la pression qu'on règle les problèmes, c'est dans la discussion. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime était en visite au Centre national de formation des techniciens des pêches et de l'aquaculture. Ndongoka Pikine, Radio Futur Média. Dans la région de Kaolack, la menace est tout autre. Les cambrioleurs hantent le sommeil des Chinois propriétaires de sites de collecte d'arachide. Ils ont déjà perdu plus de 20 millions de francs CFA. Notre correspondant à Kaolack est allé constater les dégâts au point de collecte situé dans la commune de Latmingué. Le reportage de Ibrahim Adjamé. Ces opérateurs chinois n'ont plus le sommeil tranquille depuis quelques jours. Ils sont devenus la cible de bandes de voleurs armés après Mbadakhoun, le point de collecte de Sanguil dans la commune de Latmingué a reçu la deuxième attaque du genre, plongeant ainsi ces étrangers dans une profonde inquiétude. Monsieur Yang, patron de ce centre. Hier nuit, vers 2h30, les bandits, il y a 31 personnes qui sont venues ici, qui nous ont attaqués. Donc ils sont avec les armes, les couteaux. Vraiment, ils sont très organisés. Ils sont très organisés, dit-il. Malgré sa hauteur, les bandits ont escaladé le mur avant de faire irruption et semer la panique à l'intérieur des chambres qu'ils ont défoncées où dormaient tranquillement 7 Chinois. Monsieur Yang, apparemment très affecté, déplore cette insécurité qui gagne du terrain. Vraiment, on est très inquiété parce qu'il n'y avait pas ça. C'était très sécuritaire avant. Bon, cette année, vraiment, avec ces attaques, on est très inquiété avec tous les Chinois. Ces victimes qui demandent à l'État du Sénégal
national de veiller sur leur sécurité n'ont pas manqué de saisir leur ambassade. J'espère que l'État qui peut nous aider. Oui, l'ambassade est au courant. Le matin, on était parti là. Du côté de la mairie, en tout cas, les autorités municipales de Latmingué condamnent d'abord fermement ces actes, apportent leur soutien aux Chinois avant d'annoncer des mesures urgentes de sécurité. D'ailleurs, on a échangé longuement avec le commandant de brigade. Il nous a promis de faire de son mieux pour vraiment tranquilliser aussi nos partenaires chinois, pour qu'ils restent encore à Sanguil, travailler pour leur compte et travailler pour le compte de la commune de Latmingué. L'invasion chinoise dans la campagne de commercialisation arachidière risque ainsi donc d'être freinée par ces attaques de bandes armées si les autorités tardent à prendre les mesures nécessaires qu'il faut. Ibrahim Djamé Sanguil, Radio Futur Média. Il a également été victime d'une attaque armée il y a 2 ans dans la forêt de Bofa-Bayotte, dans la région de Ziguinchor. Mamadou Sané est parmi les rescapés de cette tuerie qui avait emporté 14 personnes. 2 ans après, il traîne les séquelles d'une journée d'horreur. Lamine Ba l'a rencontré. Il fait partie de la longue liste des rescapés du massacre de Bofa de janvier 2018. Taille élancée, teint noir, Mamadou Sané, la quarantaine, boitie du pied gauche. C'est sa partie du corps atteinte par balle ce jour-là. Cet événement est indélébile dans sa mémoire, nous confie-t-il. C'était difficile, je vous l'avoue, mais bon, Dieu merci, je commence à m'en remettre. Ce jour-là, quand j'ai été blessé, j'ai été sauvé par un ami qui m'a évacué sur sa moto sur l'hôpital régional. Ce père de 3 enfants a toujours des ennuis de santé avec son pied à cause d'un défaut de suivi médical dont il aurait dû bénéficier de la part de l'État. J'ai été atteint au niveau de l'un de mes pieds. Je suis resté avec la balle pendant 5 jours. On m'a fait valser plusieurs jours avant de me prendre en charge, mais on m'a rassuré que je ne suis plus dans une phase critique maintenant. Aujourd'hui, il fait des allers-retours entre son foyer et les locaux de la justice, où il est entendu depuis quelque temps sur le dossier, nous révèle-t-il. Les juges me convoquent régulièrement. J'y suis allé au moins à 3 reprises. Ils m'ont demandé si je voulais exiger réparation par rapport au préjudice que j'ai subi. Je leur ai dit oui, conformément à ce que tout le monde a reçu comme réparation. Tout ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est de l'aide venant des autorités. Demander de l'aide tout le temps est désolant. Ce que je désire aujourd'hui, c'est que les autorités me viennent en aide pour que je puisse entreprendre et venir en aide à ma famille. Les rescapés du massacre de Bofa vivent de réelles difficultés 2 ans après le drame. On nous apprend d'ailleurs qu'un des rescapés de 60 ans, nommé Demba Diao, est décédé il y a de cela 2 semaines des suites de ses blessures, ce qui porte désormais à 15 le nombre de personnes décédées dans cette tuerie. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Au quartier HLM Nema de Ziguinchor, où vous nous recevez sur la 92.0, il est 18h passé de 8 minutes. À la date du 2 janvier 2020, 113 000 demandeurs se sont inscrits sur la plateforme réservée aux 100 000 logements. Toutefois, 14 000 d'entre eux sont déclarés inéligibles. La région de Dakar a enregistré plus de demandeurs. Le point complet avec Elhaj Ndiogoudjen. En 10 jours, la barre des 100 000 inscrits a été dépassée dans le cadre du programme des 100 000 logements sociaux. Ils sont au total 113 501 demandeurs à la date du 2 janvier. Les éligibles sont estimés à 98 831 et les non éligibles à 14 670. Les statistiques du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique révèlent que c'est la région de Dakar qui arrive en tête dans les demandes avec 114 902 inscrits, dont 10 527 inéligibles, c'est-à-dire des demandeurs qui ne remplissent pas tous les critères fixés. Après Dakar, il y a la région de Thiès avec 21 961 demandes, dont 2 531 inéligibles. Suivent les régions de Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor avec respectivement 4 186 demandes, 2 902 demandes et 2 205 demandes. Dans le lot des régions à faible inscrit, il y a Kédougou avec 128 demandes, Sédhiou avec 246 demandes ou encore Matam avec 263 demandes. Pour les inscriptions des Sénégalais de l'extérieur, la France se taille la part du lion avec 2500 inscrits, suivi de l'Italie, 534 inscrits et l'Espagne, 451 inscrits. Même si les 100 000 demandes sont atteintes, les inscriptions se poursuivent en attendant le conseil présidentiel sur le logement que le chef de l'État va diriger le 16 janvier au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Il reviendra alors au président de la République de prendre les mesures idoines pour la mise en œuvre de ce programme destiné à faciliter l'accès au logement
à 100 000 citoyens sénégalais retenus après validation de leur dossier d'inscription. Elhadji Ndiogou Diène, le ministre en charge du logement, lui, réagit après la sortie des sinistrés des inondations de 2005. Ces derniers ont tenu un point de presse ce week-end pour dénoncer des irrégularités dans l'affectation des logements du plan Djahaï et les promesses non tenues de l'État du Sénégal. Abdou Karim Fofana qui promet de faire toute la lumière sur cette affaire. Je vous propose de le suivre avec Elhadji Ndiogou Diène. Je peux comprendre une certaine frustration. Si les logements qui sont en question leur étaient destinés et qu'ils n'ont pas reçu ces logements, il est tout à fait normal que ces personnes nous interpellent sur le sujet. Alors moi, je vais tenir une réunion cette semaine avec mes services, avec l'administration territoriale, mais aussi je vais recevoir toutes ces personnes qui ont des difficultés par rapport à ces projets de l'État et voir s'il y a maintenant de l'occupation irrégulière, comme on l'a dit, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour faire libérer ces maisons par les occupants qui n'y ont pas droit et faire prévaloir le droit des personnes à qui ces maisons étaient destinées. Si tel est le cas, nous ferons appliquer la loi simplement et dans toute sa rigueur. Qu'est-ce que vous répondez à ces sinistrés des inondations qui s'interrogent sur la destination des 52 milliards qui avaient été débloqués par l'État dans le cadre du plan Djahaï? Alors moi, ce sujet-là, je ne l'ai pas encore ouvert pour bien comprendre naturellement que je puisse, avec mes services, dans les jours à venir, ouvrir des concertations et peut-être un certain nombre de réunions pour pouvoir comprendre les tenants de cette histoire et puis voir ce qu'il faut faire sur le sujet. Je pense qu'on va juste revoir, ce sont des choses qui sont passées en 2005. Il faut juste réinterroger l'administration territoriale, les services du plan Djahaï et aussi les personnes qui incriminent un peu la démarche de l'État dans cette distribution de maisons. Voilà. Et lorsque nous aurons fait la lumière, nous pourrons maintenant procéder à des correctifs. Le Fonds mondial alloue au Sénégal une somme de 20 milliards de francs CFA pour la lutte contre le sida, un financement qui sera disponible au mois de mars 2020. La revue à mi-parcours présentée aujourd'hui permettra de dégager les perspectives pour lutter efficacement contre le sida, une maladie dont le taux de prévalence a considérablement baissé au Sénégal, selon Safietou Cham, secrétaire exécutive du CNLS. Elle est avec Salimata Aou. Cette revue coïncide aussi avec la préparation d'une mobilisation de ressources importantes du Fonds mondial. Donc le Fonds mondial a alloué au Sénégal l'équivalent de 25 millions d'euros qui seront mobilisés en avril 2020. Mais nous devons nous préparer et écrire un programme pour mobiliser ces 25 millions d'euros. Donc c'est cette revue qui va nous permettre de dégager les perspectives pour l'avenir. Ce sera un programme sur 3 ans qui ira jusqu'en 2023. Donc quelles perspectives, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce programme? Quelle est la priorité aujourd'hui si on veut lutter contre le sida au Sénégal? Donc c'est tout ça que nous allons discuter aujourd'hui et demain. Et après-demain, nous avons invité le secrétariat général du gouvernement qui est notre tutelle, le ministère de la Santé, pour qu'on formule des recommandations, qu'on soit d'accord avec toutes ces recommandations pour pouvoir donner aux partenaires les prochaines orientations pour les 3 prochaines années. À 18h passées de 14 minutes, les sports. Nous recevons Abdou Diouf Junior. Bonsoir Abdou. Bonsoir Youssouf Bodian. Nous parlons basketball, nouveau coach de nouvelles ambitions pour le Dakar University Club. Elhadji Diop a signé un contrat d'1 an avec le Dakar University Club. Le technicien saint-louisien souhaite marquer de son empreinte le club estudiantin. Le nouveau coach du Duc vous remporter toutes les coupes régionales et Elhadji Diop a en ligne de mire le championnat et la coupe du Sénégal. Nous allons sur les pistes maintenant athlétisme avec la fédération qui est sceptique. L'instance a revu ses ambitions à la baisse. En effet, la Fédération sénégalaise d'athlétisme avait mis en place un programme de détection et de mise en conditions de performance de jeunes espoirs en vue des JOJ de 2020. Ce plan se heurte à un manque de moyens qui intrigue Sarah Wali, le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme que je vous propose d'écouter. Il est joint par Malal Junior Diani. On mise sur une brochette de jeunes sur qui compte pour les JOJ de 2022. Mais
Vous savez qu'on peine à les regrouper. Parce que vous savez qu'en athlétisme, il faut un minimum. Ça dit, les jeunes, il faut les mettre dans un cadre approprié, et les nourrir, les soigner, les suivre sur le plan technique. C'est notre problème fondamental, c'est à ce niveau-là. On a des problèmes pour mettre dans un camp d'entraînement ces jeunes-là sur qui on compte. Ces jeunes-là sont éparpillés à travers le Sénégal, mais on ne peut pas les réunir faute de moyens. Vous savez que la période d'incubation d'un athlète, ça dure au moins 5 à 10 ans. Donc on ne peut pas se lever à 2 ans des Jeux Olympiques et espérer faire une participation honorable. C'est trop limite. On va essayer. Pour ceux qui connaissent la team savent vraiment qu'on ne peut pas fabriquer, si je peux m'exprimer ici, un champion en l'espace de 2 ans. Et pour cette nouvelle année, c'est quoi votre programme pour le développement de la discipline au niveau national? On est en phase avec notre programme qu'on avait conçu depuis l'année dernière. Un programme qui est destiné à préparer les JOJ et à maintenir le cap au niveau des régions. Parce que vous savez que nous, ce qu'on veut, c'est que l'athlétisme se pratique au niveau national dans toutes les régions. Une discipline attendue lors de ces JOJ, le taekwondo, avec la direction technique nationale qui tire le bilan de ces activités. Ils ont bouclé, les techniciens ont bouclé leur stage de perfectionnement. Techniciens du taekwondo, après 7 heures de travail technique et 30 heures d'entraînement, sortent de ce stage avec beaucoup de satisfaction. Nous écoutons Baïdi Ndiaye avec Malal Junior Diagne. On a vraiment déroulé un programme qui était assez corsé par rapport aux échéances qui nous attendent. Bon, ça fait partie d'une planification qu'on avait déjà établie depuis très longtemps en vue des échéances futures. C'est-à-dire, nous préparons présentement les champions d'Afrique cadets juniors et aussi, bon, vous savez, il y a aussi l'élite qui sont prévus pour les JOJ de 2022. Effectivement, dans ces lancées, bon, on avait déjà planifié ce programme-là. Et vu que les championnats d'Afrique maintenant c'est prévu cette année à Dakar ici en septembre 2020 et c'est pour ça que vraiment nous avons profité de cette période-là des vacances pour initier ce camp d'entraînement. Vraiment, on a vu du point de vue performance, du point de vue résistance, du point de vue technique et tactique, vraiment sur tous les plans d'entraînement, une nette amélioration au niveau des athlètes. On peut dire que bon, sur les 35 séances qu'on avait prévues, effectivement, on en a réalisé les 35 heures de séances d'entraînement, on en a réalisé 30 heures. Bon, les 5 heures et autres, bon, on en a profité pour... À présent, nous parlons football. En Europe, Atalanta et Juventus de Turin se défoulent. Les Turinois ont malmené les Rossoblu de Cagliari, 4-0, dont un triplé de Cristiano Ronaldo qui retrouve petit à petit sa forme. Gonzalo Higuaín a marqué l'autre but des Bianconeri. L'Atlanta Bergame a fait mieux. La DEA a atomisé Parme 5-0. Bologne et Fiorentina ont fait match nul, un but partout. Le Milan AC a partagé les points avec la Sampdoria Gênes. Nul vierge malgré l'entrée en jeu de l'emblématique recrue des Milanais, Zlatan Ibrahimovic, qui n'a pas pu zlataner. Le Suédois entré à la 55e minute à la place de Piatek pour sa première avec le Milan AC n'a pas pu changer le sort du match. À l'instant, l'autre rencontre de cette 18e journée du championnat italien, Lecce qui reçoit Udinese à la 53e minute. Les deux équipes en sont à 0 but partout. Et puis à 19h45, le Napoli de Kalidou Koulibaly qui reçoit l'Inter de Milan. C'est donc à 19h45. Et puis en France, Coupe de France, 32e journée, 32e de finale. Metz de Opanquette, Habib Diallo et consort Ibrahim Niane qui se déplacent à Rouen. Ce sera à 19h55. Et puis en Angleterre, Cup, 3e tour, Arsenal et Leeds, c'est également à 19h55. Merci beaucoup à Abdou Diouf Junior. On classe notre rubrique consacrée à l'éducation, à la présentation et l'âge Djokoutian. Bienvenue à tous. Suite F1 de notre focus sur les Dara, la situation n'est pas des meilleures pour les écoles coraniques confrontées à des difficultés, suivant le reportage de Abraham Paul puis à Louga. Deux écoles coraniques, deux méthodes différentes, mais même style de gérer les élèves, internat pour certains et même objectif éduquer, enseigner les valeurs de l'islam aux enfants. L'une est située au quartier Montagne. Les anciens sont les maîtres des plus petits.
Les débutants apprennent d'abord à lire l'alphabet et après on met à leur disposition le Saint-Coran et ils commencent à l'apprendre. L'autre au quartier Grand Louga, des cours dispensés à la grande mosquée de l'ancienne route. Cette école compte plus de 150 élèves. Ici, les enfants passent tout leur temps à apprendre le Saint-Coran, la vie et l'œuvre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'apprentissage tourne autour de l'islam. À l'école coranique de Mohamed Ndaw, les élèves sont initiés à l'écriture française pour les permettre d'intégrer les écoles franco-arabes une fois le Coran maîtrisé. Nous préparons les enfants à intégrer les écoles franco-arabes pour continuer leurs études et avoir d'autres opportunités pour la quête du savoir. Serigne Asngom, quant à lui, privilégie le Coran et ses connaissances. Très motivés comme ceux de l'école française, ces élèves de l'école coranique ont des ambitions. Toutefois, les maîtres coraniques demandent à l'État d'aider les écoles coraniques pour le bien-être des élèves. La situation des daras va s'améliorer sensiblement avec le projet de modernisation des daras. C'est en tout cas la conviction du coordonnateur de ce projet, Mamadou Mbodj Diouf. Les daras souffrent de difficultés assez chroniques, mais pour l'essentiel, c'est un problème d'encadrement, mais c'est un problème aussi de moyens. Et nous pensons que, disons, avec ce projet de modernisation des daras, l'État du Sénégal, en tout cas, s'acharne à aborder ou en tout cas à prendre le taureau par les cornes et à apporter des solutions, disons, concrètes à ce niveau-là. D'abord, par rapport à cette modernisation, il s'agira donc de rehausser le niveau des constructions, mais surtout d'améliorer de beaucoup, en tout cas, la qualité des enseignements-apprentissages dans les daras, de même que la situation, en tout cas les conditions de vie des apprenants ou en tout cas de tous ces acteurs des daras au niveau donc de ces établissements. Et puis dans la rubrique portrait, nous faisons la connaissance d'un maître d'école coranique, Oustaz Mohamedou Diamanka, habite à Kolda. Il plaide pour l'assainissement de l'environnement des daras. Son portrait signé Abdoulaye Diallo. Âgé de près de 60 ans, Oustaz Mohamedou Diamanka est maître coranique depuis près de 25 ans. Je m'appelle Mohamed Diamanka, je suis maître coranique à Kolda. En même temps, je suis président de l'association Fédération nationale de l'association des maîtres coraniques département de Kolda. Il a hérité ce métier de son père. Je suis né et trouvé un dara dans ma maison. J'ai hérité mon papa et ce dara. Aujourd'hui, son dara compte des dizaines de talibés qui ne mangent pas à cause de sa position face à la mendicité. Moi, mon point de vue personnel, je ne souhaite pas faire manger mes enfants, mes talibés. J'étais un peu sorti du Sénégal. Je sais comment les gens vivent là-bas. Je tournais aussi au Sénégal. Je vois aussi qu'est-ce qu'on donne ces enfants mendiants. Qu'est-ce qu'on leur donne? Le nourriture qu'on leur donne, c'est pas de nourriture hygiène. Il n'y a pas d'hygiène. Les nourritures qu'on leur donne, c'est pas bon. Pour moi, vraiment, je suis pas pour que les enfants mangent. Que quel que soit l'État, l'interdit ou pas, c'est pas bon pour l'enfant pour aller manger, pour nourrir. Je suis pas pour. Le désengagement des parents des enfants et la prise en charge médicale de ces talibés sont parmi les difficultés de son dara. Le parent qui t'a donné cet enfant-là, la plupart ne donnent rien. Il n'y a pas d'accompagnement. Quand il y a plusieurs talibés, il n'y a pas mal des enfants qui vont tomber malades. Conscient des enjeux qui pèsent sur la protection des enfants des daras, Oustaz Diamanka, comme l'appellent ses proches et les Koldois de manière générale, recommande l'assainissement du secteur des daras. Merci à Abdoulaye Diallo et à Paul Abraham Pouli. Ainsi se referme en classe. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup Elhadj Diogoudjen. 18h passées de 24 minutes. Nous en venons au débrief et nous recevons M. Mamadou Seydou Diallo. Bonsoir. Bonsoir, M. Youssouf. Alors, vous êtes le président de l'Association des volontaires pour la protection de l'environnement. Il y a 2 ans, suite au massacre de Bofa-Bayotte, l'État du Sénégal a décidé de suspendre l'exploitation du bois dans les régions du sud du pays. Alors, vous habitez le département de Bounkiling, c'est dans la région de Sédhiou. Est-ce que là-bas, la mesure est respectée? Merci beaucoup, Youssouf. Depuis les annonce chef de l'État, président de la République, pour arrêter les permis de coupe de bois depuis le problème que nous tous connaissons à Bofa-Bayotte, les choses est ralentir. On dit très bien ralentir.
Mais depuis maintenant, presque 8 à 9 mois encore, il a pris encore le sommet. Le sauce est venu comme il était avant. Il n'y a rien qui change. Avant, il était baissé, vraiment les gens ils cassent parce qu'il n'y a pas d'autorisation. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des autorisations ou non des autorisations, mais les coupeurs de bois ont déjà repris fortement, surtout dans les frontières département de Bunkiling avec notre pays voisin, Gambie. C'est dû à quoi? Il n'y a pas assez de surveillance ou quoi? Oui, on peut dire, parce que tu sais, c'est pas facile à dire. Avant, il y a une différence. Avant, les gens ils n'étaient pas cassés. Ils faisaient ça publiquement. Maintenant, ils cassent. Mais ils cassent techniquement. Parce que l'air repos comme pause des heures, 13h, 14h, 15h, tu rencontres. Parce que moi, je suis toujours dans les forêts, dans les surveillances, toujours tu rencontres avec les sarrettes qui mettent les tons de limbo et les choses comme ça. À partir d'encore 19h, 20h, 21h, encore tu rencontres partout. Peut-être, et quand il y a des pauses de services techniques comme Eaux et Forêts, il occasionnait dans cette période, il fait ce qu'il veut. Mais moi, ce que je peux dire, parce que je rentre dans les villes et villages, c'est va tout sur gauche et droite les sarrettes qui a porté le tronc de l'arbre. Vraiment, c'est pas diminué. Actuellement, c'est comme avant. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment lutter efficacement contre la coupe de bois dans cette partie du pays? Oui, renforcer peut-être les moyens des services techniques, Joseph Forêt, peut-être même les militaires et gendarmes, mais encore, il renforcer la sécurité dans les frontières. Regardez Youssouf, dans le département de Bunkiling, arrondissement Bogal particulièrement, c'est 80 km frontière avec un pays voisin, qui n'a aucune sécurité. C'est dit très bien, c'est ce moment, il n'y a aucune sécurité. Tu vois personne. Les gens, ils rentrent, ils sortent. Quand il veut, il porte ce qu'il veut. Et aujourd'hui, il y a une agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte qui est dirigée par M. Ali Haïdar. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre zone aussi, il y a des efforts de reforestation qui sont en cours? Bon, on n'a pas encore senti. Peut-être Ali Haïdar, il vient d'installer. Il n'a pas d'abord commencé leur activité. Aujourd'hui, on prend nos mains à l'accueillir dans notre terroir parce que c'est un terroir qu'il connaît très bien, très même bien. Il a passé plusieurs fois dans notre localité et même les forêts. Il est même déclaré quand il était ministre de l'Environnement. Diallo Kounda, il sera amener les services eaux et forêts. C'est un poste de sécurité service eaux et forêts. Mais depuis, il a quitté, il n'y a rien qui bouge. Tout encore est resté silence. Merci beaucoup. Je rappelle que Imam Mamadou Seydou Diallo était notre invité dans ce débrief. Il est le président de l'association des volontaires pour la protection de l'environnement. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal présenté par Youssouf Bodian, Abdou Cham à la technique.